en fait, à un moment donné, tu te rends pas compte, mais tu impactes les gens. Et les gens, mine de rien, commencent un peu à changer. Et vraiment, je reste convaincue de ça, que si tous on essaye de faire avancer les choses, on va y arriver. Parce qu'un changement, ça se fait pas seul. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez The Little Voice in My Head, le podcast, saison 2, épisode 7. Et je suis avec Elisa. Bonjour, je m'appelle Elisa, je suis orthophoniste, j'ai 37 ans et je suis maman d'une petite fille de 22 mois. Ça, c'est vraiment le propre des parents, quoi. Tu peux pas dire qu'une petite fille qui va avoir 2 ans dans quelques mois, non, elle a pas 22 mois, quoi. Ouais. Comment tu vas, Elisa, aujourd'hui ? Fatiguée comme une maman. Fatiguée comme une mompreneur. Il paraît que c'est comme ça qu'on doit dire. Une maman qui court dans tous les sens tout le temps. Elle a fait une grimace, les gars. En fait, vous ne voyez pas, mais je viens de faire une grimace à son mompreneur, là, en fait. Bah après, moi, je me considère pas comme mompreneur. Je me considère même pas entrepreneur, mais il paraît que j'en suis une, donc... En tout cas, bienvenue sur le podcast. Ça me fait hyper plaisir de t'avoir. On a une tradition, on va dire ça comme ça, qui consiste à répondre à la question du dernier invité et à me poser une question. Ce n'est pas une obligation, je tiens à le rappeler. Si tu as une question à me poser, peu importe le sujet, je pense qu'on va commencer par la question du dernier invité. C'était Galbert qui avait demandé si tu avais un message à passer à la terre entière en une fois. Je pense que ça supposait que ton message serait traduit dans toutes les langues. En une fois, qu'est-ce que tu dirais à la terre entière ? Ne te décourage pas, car le jour va se lever. Ce que ça veut dire, c'est que on peut passer par des moments difficiles, mais tôt ou tard, on voit à un moment donné la lueur de la joie, de la paix qui apparaît, même si des fois elle peut être de courte durée, mais en tout cas, à un moment donné, on peut le voir. Je trouve ça grave mignon, ces petits messages d'espoir. Je serais pas allée dans ce sens du tout. Ah ouais, ce serait quoi toi ? Jésus t'aime. Je trouve que c'est dans le même genre, mais j'aurais dire bougez-vous là, oh, vous vous rendez pas compte de ce qu'on est en train de faire. Ce serait pas un message d'espoir que je balancerais, ce serait un message pour genre rêver les gens. Tu vois, prenez conscience du désordre qui est en train de se faire, de l'impact de nos actions sur la terre, sur la nature, sur l'environnement. Ce serait plus genre un truc dans le genre que un petit truc mignon de il y a de l'espoir pour tard. Non, mais parce que je sais que beaucoup de gens de notre génération, vraiment les 30-40, il y a beaucoup de gens qui sont pas bien en fait. Et là, moi, je te parle vraiment des gens à qui je peux parler ou des gens que je vois, même des stars. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas bien et en fait, le fait de leur donner cet espoir de se battre en fait, de continuer à vivre pour essayer de voir ce moment de paix ou de joie qu'il peut y avoir. Pour moi, j'ai besoin que Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Oui, Jésus est la solution. Oh là là, écoute, on va pas transformer cet épisode en évangélisation. En tout cas. C'est ça, la vie. Il faut se demander à quoi on sert sur Terre. On peut pas être juste là et vivre notre vie comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. C'est juste du principe on vient sur Terre avec une mission bien précise. C'est à nous plus ou moins de la trouver. Et puis après, c'est surtout de pouvoir mener à bien cette mission-là. Tu connais, c'est quoi ta mission sur Terre ? Oh oui. C'est quoi ta mission sur Terre ? Ma mission sur Terre, c'est d'aider les familles en situation de handicap, donc un peu comme toi. Mais tu ne m'aides pas ? Oh, mais je t'aide pas, ta famille t'aide déjà, quitte. Non, c'est vraiment d'aider les gens au quotidien à pouvoir justement gagner des petites victoires quand on sait que le combat, c'est toute la vie.
Parce que tu sais que moi, dans le cadre de mon travail, je rencontre, exemple, des familles avec des enfants autistes. Et l'autisme, enfin, comme moi j'aime souvent le dire, l'autisme, c'est on est autiste, on vit autiste, on meurt autiste. En fait, à aucun moment... c'est pas un truc qui est curable, quoi. C'est pas un truc qui s'arrête à un moment donné. Non, on ne prend pas de médicaments pour guérir. Et donc, à ce moment-là, c'est un combat de toute une vie. Et vraiment, des fois, quand tes mamans m'appellent, ah non, mais elle a réussi à faire ça. Puis on sent que la maman est contente. Tu te dis, ouais, là, j'ai réussi. Et je te jure que c'est tellement... j'éprouve vraiment un bonheur à le faire. Et la paix que j'ai quand je suis au travail, elle est indescriptible. Et c'est comme ça que je sais que c'est ma mission sur Terre. Je me sens pas mieux ailleurs, en fait. Quand je dis ça, tu sais, je suis pas sûr, exemple, que je serais autant en paix en le faisant, exemple, au Togo. Tu vois, et c'est pour ça que, tu sais, quand on parlait le fait de partir et tout, oui, je sais que je vais aider, mais j'ai vraiment l'impression qu'il faut que j'aide au Gabon. Et pourquoi tu penses ça ? Parce que le Gabon est un pays énigmatique. Énigmatique ? Oui, parce qu'il y a trop d'énigmes pour même essayer d'arriver à un point. En fait, tu te rends compte que mais en fait, il y a tellement de choses à travailler de façon transversale. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? En simultané ? Voilà. Oui, j'avais compris ce que tu voulais dire. Et c'est pour ça que c'est une énigme pour toi ? Oui, parce que c'est pas comme ça dans les autres pays, gars. Dans les autres pays, tu vas arriver... Et franchement, je te jure, je le vis tout souvent au quotidien quand je fais des formations. Il y a pas plus tard C'était quoi ? La semaine dernière, j'ai fait une formation sur les outils de la CA. Bon, en gros, quand un enfant ne parle pas, on essaye de mettre en place un outil de communication. Donc, c'est apprendre à l'enfant à parler, à communiquer avec des images. Et donc là, la go commence à dire oui, mais en fait, en France, le ministère de l'Éducation a une subvention qui est donnée aux familles pour avoir un iPad. J'étais en mode... Waouh. À quel niveau, Gabon ? Tu vois, tu te dis, et à un moment elle me dit oui, parce qu'elle nous propose en fait un matériel, le matériel a 174 pages à peu près, et je lui dis mais c'est énorme, non, à imprimer, parce qu'en plus tu dois imprimer, tu dois plastifier pour donner aux familles. Elle me dit ouais, mais moi c'est pas moi qui le fais, hein, c'est les familles. Je dis mais à quel niveau, moi, mais les familles vont avoir des papiers pour plastifier, avoir des plastifieuses, ça va leur coûter combien? Surtout que là je parle pas d'un enfant que j'ai au cabinet. Je te parle même d'un enfant que je vois même à l'hôpital, en fait, avec la CNAMGS. Il faut payer l'impression en couleur. Il faut aller plastifier. Gars. Alors, on n'a pas le même niveau de maturité nationale. Et c'est tout, en fait. On n'a pas le même niveau de maturité nationale. Aujourd'hui, on en est à savoir comment on fait pour avoir de l'eau et de l'électricité en continu. Du coup, que le ministère de l'Éducation nationale ou de la Santé, ou peu importe le cas des ministères, subventionne un iPad pour toutes les familles, on n'y est pas. Clairement, on n'y est pas. Et c'est pour ça que je disais à la dame, mais en fait, moi, ce boulot-là, c'est moi qui vais devoir le faire. Je disais, les 174 pages, c'est moi qui vais devoir l'imprimer, c'est moi qui vais devoir le plastifier. Parce qu'en fait, je veux qu'à la fin de la journée, mon patient, il puisse communiquer. Ok. Tu vois ? Et en fait, parce qu'elle était en mode, ouais, mais c'est pas à vous de faire ça. J'étais en mode, en fait, moi, dans mon pays, je suis obligée de le faire. Les gens ont pas d'imprimante chez eux. Non. L'outil pour plastifier, en vrai, tu peux avoir un truc sur Amazon qui va te coûter 30 €, l'équivalent de 20 000 francs. Bon, déjà, toutes les familles n'ont pas forcément 20 000 à le faire. Et il faut aller à la gare routière. À la gare routière pour plastifier, c'est à peu près, je sais pas, c'est une histoire de... on appelle 1000 francs peut-être ou 500, moi je sais pas, mais c'est énorme, quoi, tu vois. En tout cas, le monde du handicap, pour revenir donc du coup à la première question, le monde du handicap, je trouve, en tout cas au Gabon, c'est vraiment compliqué. Vraiment... Et moi, quand même, dans mon métier, j'ai pu parler avec différentes personnes, avec des adultes, exemple des gens qui ont eu des accidents de voiture et qui sont aujourd'hui paraplégiques. Il dit que c'est compliqué, quoi. Exemple, c'est des gens qui doivent changer, je sais pas trop quoi, là, ils doivent changer quelque chose et ça coûte genre 2000 par jour. Et l'État met genre comme une subvention genre d'une 20 000 par année. Les familles qui ont des enfants que l'école ordinaire n'accepte pas.
mais la maman doit essayer d'aller au travail, mais elle a personne pour garder l'enfant. Tu sais, j'ai une mamie comme ça qui est venue à l'hôpital et elle me dit oui, il faut vraiment la prendre et tout. Et je lui dis mais je peux pas. Je lui dis je peux pas, il faut qu'elle aille à l'école. Et je lui dis où elle peut aller. Donc je lui donne le nom d'un centre et tout. Je dis non, ce serait bien qu'elle aille là-bas. Et elle me dit ouais, mais qui va aller la déposer? Je dis mais et moi tu vois, je dis mais elle a de la famille, non? Et elle me dit ouais, mais sa mère est morte et son père est mort, donc c'est moi qui m'en occupe et tout. Je dis oui, mais vous avez des nièces, vous avez, enfin, il y a des gens qui peuvent. J'ai même dit du côté paternel, il y a quand même des gens qui peuvent la déposer à l'école ou l'aller la chercher. Oh non, il y a personne. Je dis mais en fait vous vous rendez pas compte que c'est compliqué, mais sauf que ça, tu vois, en Europe, tu as des bus, tu as des gens qui viennent chercher, t'as des taxis qui viennent chercher, mais qui sont subventionnés par l'État. Tu vois, mais ça, il n'y a pas. Donc, tu sais, cette vieille mamie-là, à un moment, j'ai eu pitié d'elle. Et je lui ai dit, bah, écoutez, appelez d'abord le centre pour voir si c'est possible ou pas. Et je lui disais que ça allait lui revenir moins cher, en fait. Parce qu'au moins, elle allait être à l'école, mais en même temps avoir un suivi là-bas. Et je lui disais, appelez. Et si ils peuvent rien pour vous, à ce moment-là, je prendrais. Mais je lui ai expliqué que moi, je fais du 30 minutes par semaine. C'est un grain de sable dans un océan. J'ai dit, c'est pas assez. Elle était en mode, ouais, mais je vais prendre ça. Et du coup, c'est vraiment compliqué parce que des fois, tu te dis, mais en fait, il n'y a pas que l'enfant qui est en situation de handicap. Tant qu'on n'est pas confronté à ça, on les voit pas. Ouais. Et selon toi, comment on pourrait faire? C'est drôle, hein, parce que techniquement, c'est à moi qu'on pose souvent la question, mais selon toi, qu'est-ce que ces personnes devraient faire ou qui... En fait, je me demande souvent qui devrait aider pour que ces personnes soient plus vues. C'est politique, en fait. Pour moi, c'est politique. C'est comme on a décidé de mettre un accent sur la féminisation du leadership. Je suis en plein dedans, ça. Féminisation du leadership, autonomisation de la femme, la femme ci, la femme ça. Je suis bien d'accord, mais ça a été une décision, ça a été une volonté politique. Ouais. Et quand je parle de politique, c'est pas la politique des politiciens, ça a été une volonté de l'État, de la société de faire ça. Donc pour moi, ça doit être une volonté, ça doit être un axe en tout cas sur lequel les dirigeants doivent se pencher. Ouais. Après, qu'est-ce qui peut être fait? Il peut exister des associations qui vont poser des actions qui vont être ponctuelles, qui peuvent avoir de la portée, même en termes de communication, de sensibilisation. Tout à fait. Mais c'est pas ça qui va révolutionner les choses, quoi. Si les décisions sont prises au niveau des dirigeants, j'ai envie de dire, des dirigeants du pays, et qu'il y a des lois qui sont votées, et qu'aujourd'hui on arrive à être sérieux sur les choses qui sont imposées pour ouvrir un établissement par exemple, ou qu'il faut qu'il y ait, dès que vous avez un parking, il faut qu'il y ait un parking handicap, une place ou 2 places handicapées. Il faut que les écoles puissent accueillir des enfants qui ont un handicap. Et les gens vont se mettre aux normes. Si vous n'êtes pas aux normes, on ferme. Non, clairement. Parce que sinon, les actions seront toujours faites par des petits groupes avec des portées qui sont minimes. Si ce n'est pas une volonté générale, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Ouais. Après, on ne peut pas aussi tout attendre des dirigeants et juste attendre qu'il se passe quelque chose. Clairement. Il faut qu'on continue à notre échelle à éduquer, sensibiliser, essayer de proposer des solutions qui sont viables, qui vont pas demander pour certains établissements de tout casser par exemple. Ouais. Faire des propositions, faire innover, enfin voilà quoi. Parce qu'une fois je discutais avec un conseiller technique du ministre de la Santé et je disais ouais mais je comprends pas, aujourd'hui il y a beaucoup d'autistes, il y en a de plus en plus, il y a beaucoup d'enfants en situation de handicap. Et la personne m'a répondu, elle m'a dit mais... Beaucoup c'est combien? Beaucoup c'est combien? Et là je lui dis mais je comprends pas ta question. Enfin on en voit au quotidien. Elle m'a dit beaucoup c'est combien? Elle me dit quand tu mets sur une balance des enfants avec handicap et tu mets de l'autre côté les gens avec une insuffisance rénale, qui remporte? Là c'est quoi? En termes de volume ou bien en termes d'impact? En termes de volume. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont des insuffisances rénales au Gabon, exemple. Mais pourquoi? Parce qu'on a des chiffres.
Mais sauf que les enfants en situation de handicap, il n'y a pas de chiffre. Hein. Mais ça, c'est le Gabon. Tu m'étonnes même quand tu me dis que pour les personnes, ils ont un chiffre, mais on n'est même pas sûr que c'est le bon chiffre. Mais ils ont un chiffre. Oui, voilà. Mais ils ont au moins un chiffre que nous, on n'a pas au niveau de la santé, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que déjà aussi, les gens sont très... moi, je dis que c'est du vagabondage. Exemple, tu vas aller voir un médecin, genre dans un hôpital. Il suffit que ça se soit pas très bien passé pour aller dans un autre hôpital. Et comme nous, on est encore au système papier, mais tu vois, il n'y a pas de suivi qui se fait. Mais donc, en fait, on peut rien... Il n'y a pas de il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a pas de traçabilité. Mais, et même chose pour... Même du côté de l'éducation. Je sais plus avec qui je parlais de ça. Vu qu'il y a eu le colloque, là, il y a 2 semaines. Oui, je parlais de ça au colloque et je leur disais... Mais ce qui serait bien, c'est qu'en fait, dès qu'un enfant arrive à la maternelle et on voit qu'il y a un problème, mais en fait, on doit avoir un numéro de sécurité sociale où on met directement l'étiquette « cet enfant, il est en telle classe, il a un problème », mais en fait, ce sera en parallèle au ministère de l'Éducation. Donc, si la famille change d'école 5 fois, la 5e école où elle ira, mais en fait, on saura que son enfant a un problème. Parce que dès qu'on va taper le nom de l'enfant dans le système, on verra. Si la base de données n'existe pas, pourquoi est-ce qu'on ne la crée pas ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, sachant que vous avez... comment t'appelle votre organisation ? La Société Gabonaise d'Orthophonie. Vous avez la Société Gabonaise d'Orthophonie. Ouais. Pourquoi est-ce que vous ne créez pas une base de données partagée ? Non, nous on a une base de données, mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. Là, pour le colloque, j'ai dû faire une étude, aller sur les enfants qu'on suit. Et pourtant, on est nombreux, hein, quand même. On n'est que 6-7, enfin, ouais, 5-6. Mais ouais, il n'y avait pas assez de chiffres. On n'avait qu'une 50aine d'enfants, quoi, 50-60 enfants qui passaient au collège. Parce qu'on a des plus petits. Donc oui, on pourrait faire une base de données déjà sur les plus petits. D'ailleurs, on travaille dessus. Mais j'ai l'impression que ce serait quand même pas assez. Ce sera un début, tu vois. Début. Il faut commencer quelque part. Ce sera un début, mais... Et puis, il peut y avoir des établissements qui peuvent être mis à contribution. Et c'est ce qui est en même temps, tu parlais du fait que le Gabon soit énigmatique à cause de toutes les couches de travail qu'il y a à faire. Et pour moi, c'est ce qui est à la fois source pour moi d'espoir et de désespoir. En fait, quand tu as même dit espoir, j'ai écarquillé les yeux en mode quel espoir, gars, c'est du désespoir. Non, c'est source à la fois d'espoir et de désespoir. D'espoir parce que bon, tu connais ma manie de vouloir me sentir utile. Et en fait, tu peux te sentir utile sur tout. Non, clairement. Tu peux construire énormément. Tu peux révolutionner à l'échelle du Gabon alors que c'est des choses qui existent depuis des dizaines d'années ailleurs. Tu peux changer la vie des gens, tu peux améliorer la vie des gens, tu peux parce qu'il y a tout à faire. Non, clairement. Mais en même temps, quand tu vois le volume du chantier, punaise. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'y mette tous. Tu disais que le Gabonais était égoïste, mais moi, oui, c'est de l'égoïsme et c'est le fait qu'on soit pas patriote. Ouais, patriote, c'est mieux. Qu'on soit pas patriote et qu'on n'ait pas la culture de l'excellence. On va d'abord revenir sur la partie du patriotisme et de l'égoïsme. Moi, ma théorie, c'est quand on voit tous les problèmes qu'on a au Gabon, si on essaie de faire une espèce d'arbre arbre des causes, en tout cas si on remonte aux causes racines de tout, je suis sûre à 300% que la source de base, ça reste l'égoïsme. Quand tu vas te rendre compte que les gens font quelque chose, ne font pas quelque chose et que ça a un impact négatif, si tu remontes, il y a toujours une affaire où la personne n'a pensé qu'à elle-même et n'a pas la pensée... ne pense pas communauté. Et pour moi, communauté, si tu penses pas à ton quartier, tu vas venir faire quelque chose qui va t'arranger toi, mais parce que, je sais pas, tu vas venir mettre un espèce de caniveau bizarre, parce que je sais pas quoi, mais au final, ton caniveau, ça va pourrir tout le reste du quartier. Tu penses pas quartier, tu penses tout. Tu vas mettre un système de, je sais pas, je dis des trucs qui sont peut-être totalement faux,
tu veux avoir de l'eau chez toi, tu vas mettre un système de forage dans ta cour, mais en fait, tu vas avoir un impact sur l'eau que les voisins vont avoir parce que tu veux avoir de l'eau chez toi. Et on peut prendre des exemples à foison. Tu détournes l'argent d'un projet. Ben oui. Et tu décides d'opter pour le moins cher des prestataires qui vont finalement nous coûter cher parce que tu veux économiser de l'argent que tu vas mettre dans ta poche. Et au final, pour moi, vraiment, ce qui tue le Gabon, c'est l'égoïsme du Gabonais. Maintenant, est-ce que l'égoïsme peut être associé à un manque de patriotisme? Oui. Oui, bien sûr. Clairement. Ah oui. Parce que ça veut dire que tu ne penses pas à la communauté. Bah oui. Tu ne penses pas à ta nation. Tu penses pas à ton avenir, tu penses pas à ton héritage, tu penses pas à tes enfants. Parce que... Bon, tu as bien volé pour tes enfants aussi. Oui, mais en fait, c'est que tu penses même pas à ta famille. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu voles pour tes enfants, ok, tu vas peut-être aider un neveu ou une nièce. Mais Joe, le reste de la famille reste quand même dans la merde quand il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Entre-temps, si dès le départ, quand tu t'assois, tu réfléchis bien et tu te dis, ok, si on donne à chacun 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 et qu'à la fin, ça aide tout le monde, c'est comme ça qu'il faut faire, tu vois? Moi, pour moi, je suis d'accord que c'est de l'égoïsme, mais je me dis, l'égoïsme vient du fait qu'en fait, il y a quelque chose qu'on n'aime pas. Si tu aimes ton pays, en tout cas, et pourtant, si tu aimes ton pays, tu vas réfléchir autrement et tu seras moins égoïste. Mais qu'est-ce qui pour toi fait en sorte que les gens n'aiment pas leur pays? Les gens n'aiment pas leur pays parce que déjà, ils en ont honte. Oui, non, mais attends, mais là, tu dis beaucoup de choses. On est là. Non, en fait, s'il faut partir exemple d'autres personnes. Tu dis les gens font preuve d'égoïsme, ou du moins ils manquent de patriotisme, parce que l'une des raisons pourrait être qu'ils ont honte de leur pays. La honte ou le fait de vouloir le pouvoir aussi, être toujours en haut et laisser les autres en bas. Ça, je pense que c'est au moins 60%. Je suis pas d'accord. Tu penses pas? Là où je suis pas d'accord, c'est qu'en fait, tu peux être au pouvoir et bien faire les choses. Mais est-ce qu'on a déjà vécu ça ici? Oh, on veut pas qu'on finisse en prison. Non, mais... Est-ce que c'est une règle, genre, tu as l'impression que c'est une règle établie où, pour garder le pouvoir, il faut faire le désordre, ou du moins, il faut mal faire les choses? Non, mais en tout cas, j'ai envie de te dire, de tous les exemples qu'on a eus les dernières années, surtout nous qui sommes maintenant la vraie génération qui va vraiment maintenant prendre le pays en main, Joe, c'est compliqué. Je ne suis même pas sûr qu'on soit la génération qui prenne le pays en main. Tu penses que ça va qui? Man, les vieux sont encore là. Oui, ils sont encore là, mais ils meurent quand même. Donc, tu vois, ça va venir. Ça va venir. Mais en fait, je pense que c'est maintenant qu'il faut se positionner pour qu'au moins dans 15 ans, il y ait des choses qui changent. Et même là, 15 ans, je suis vraiment optimiste. Je sais pas. Comme je t'ai dit, c'est à la fois source d'espoir et de désespoir. Moi, mon état aujourd'hui, c'est... j'ai pas beaucoup d'espoir pour le Gabon. Je dis depuis des années que j'ai l'impression que le Gabon ne nous mérite pas. En tout cas, il ne nous rend pas l'amour qu'on a pour lui. Et on est entouré de personnes, effectivement, qui n'ont pas l'air d'aimer leur pays et qui n'ont même pas l'air d'aimer leur prochain. Parce que, au-delà même de l'esprit patriotique que je ne pense pas que j'ai encore, moi, j'aime l'humain, j'aime mon prochain, en fait. Et j'ai pas forcément besoin d'écraser mon prochain. D'ailleurs, j'en ai même pas besoin du tout, d'écraser mon prochain. Je ne gagne rien, en tout cas, dans ce sentiment-là. J'ai pas besoin d'être seul à shine ou à réussir. Il y a vraiment ce côté où j'ai pas besoin de monopoliser... les projecteurs, d'abord j'aime pas être sous les projecteurs de manière générale, et donc quand je poserai des actions, j'ai envie que mes actions soient au bénéfice de la multitude. Un truc tout con, ma première année, ma chef m'a demandé qu'est-ce qui ferait en sorte que tu aies l'impression que tu réussis, tu vois, que tu as atteint tes objectifs. Et je lui ai dit en rigolant
que je veux changer la vie de mes collègues. Elle m'a dit, c'est quand même très ambitieux ce que tu dis. Oh yo. J'ai dit, non, moi, je veux sentir que ce que je fais, ça change leur vie. Après, différentes, on va dire, conférences ou différents trucs auxquels j'ai assisté, j'ai redéfini mon objectif. Je lui ai dit, je veux que notre entreprise soit une entreprise pérenne. Je lui ai dit, je veux m'assurer que les actions que je mène participent au fait de faire de notre entreprise une entreprise pérenne. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin que l'entreprise nous survive. On a besoin qu'elle ne ferme pas dans 10 ans. On a besoin que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, des jeunes Gabonais comme nous puissent travailler dans cette entreprise et donc avoir un salaire, faire vivre leur famille, participer à l'éducation, participer à l'évolution même de la vie, construire des trucs. Bref, j'ai envie, et ça restait toujours dans le principe de il faut que les autres profitent aussi, il faut que les autres aient leur part. Ma première idée, c'était je voulais améliorer la vie des autres, et ensuite c'était il faut que ceux qui viennent après nous profitent quand même comme nous on profite, parce qu'à la fin de la journée on profite d'une ressource qui est naturelle, c'est pas nous qui avons mis ça là. Donc ce serait injuste qu'on prenne tout et qu'on prenne tout, qu'en tout cas même si on prend tout parce que la ressource naturelle finit, qu'on ne laisse rien pour les autres. Et c'est pas comme si j'avais le dernier esprit patriote de la terre. Moi, le Gabon me gaze, et je pense que vous savez que le Gabon a tué, en tout cas les événements qui sont passés ces 10 dernières années, ça a tué mon amour pour le Gabon, pays. Ça a tué beaucoup de choses, tout ce que j'ambitionnais, même mes projets qui n'avaient même pas commencé à être écrits. Le Gabon m'a juste shut en fait en me disant... Vu comment le Gabon nous traite, c'est trop marrant. Alors, c'est trop marrant, je vais te dire pourquoi c'est trop marrant. Pourquoi ? On a fait un exercice, je me suis rendu compte que je tiens un discours qu'on a reproché à tout le monde. On a fait un exercice avec l'ensemble des cadres de là où je bosse, qui consistait à se noter sur certains critères et à donner la note pour ces mêmes critères-là, mais de l'entreprise. Par exemple, on disait comment est-ce que tu notes genre ta réactivité ou ta productivité, bref. Les gens se mettaient des 8 sur 10, des 9 sur 10 et tout, machin. Après, on te dit comment est-ce que tu notes l'entreprise sur sa réactivité, puis je mettais les R. Et puis après, on a dit ça c'est une note que vous mettez, oui, vous êtes d'accord, oui, on applaudit. Ça c'est une note que vous mettez à l'entreprise, vous êtes d'accord, oui, Mais si vous payez l'entreprise, là, c'est qui ? En fait, qui gère l'entreprise ? C'est qui l'entreprise ? Vous pensez que c'est un être particulier à qui vous donnez un 2 sur 10 ? L'entreprise, c'est vous. Donc, de deux choses l'une, soit vous avez une mauvaise perception de vos capacités, de vos compétences, soit vous avez une mauvaise perception de l'entreprise. Mais il y a un truc qui va pas. Genre de math and matting, en fait. C'est pas possible que vous voyez tous très bons et que l'entreprise soit bad, alors que l'entreprise, c'est vous. Et quand je fais que dire le Gabon ne nous mérite pas... En fait, ça m'a juste tilté, mais je me dis, mais c'est l'exercice qu'on avait fait l'année dernière, en fait. Ouais. Le Gabon, c'est qui ? Le Gabon, c'est nous. Et c'est pour ça que s'il faut que le Gabon soit mieux vu, il faudrait que nous-mêmes, déjà, on arrive à se forcer, pour moi, encore une dernière fois, à avoir une bonne image de notre pays et à nous de travailler pour changer les choses. Comment on fait pour avoir une bonne image de notre pays ? On regarde les personnes qui sont autour de nous, qui réussissent. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas aller regarder, je ne sais pas, même un ministre, aucunement. Je vais regarder une Sandrine, je vais aller regarder une Malika, qui sont en train d'exceller dans ce qu'elles font. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est là où on vient à l'excellence. Et ça te suffit pour avoir une bonne image de ton pays ? Parce que je me dis que s'il y a des gens comme ça qui le font, plus on va être nombreux à le faire, plus ça va changer des choses au quotidien. En fait, je suis constamment dans l'espoir, je pense, Tu es vraiment une optimiste de la mort. Non, mais je suis obligée parce que ce pays, c'est le seul qu'on a, André.
C'est le seul. Moi, j'attends que mon mari burkinabé vienne me chercher. Et puis on m'a dit aujourd'hui. À Ouagadougou. Aujourd'hui, je parlais de ça. J'ai dit, je disais, Ouagadougou, the new place to be, parce qu'on parlait du gardien qui revenait pas. Et puis, j'ai dit, peut-être qu'il est bien là-bas. Et puis, la personne m'a dit, toi, tu connais les fake news. Peut-être que c'est bas. Donc, j'étais en mode, je sais pas. Mais je pense que je nourris beaucoup d'espoir, en fait, pour mon pays, parce que je pense surtout, depuis que j'ai un enfant, je suis en mode, mon Dieu, cet enfant, enfin, il faut qu'elle puisse vivre quelque part, en fait. Et c'est pour ça que je passe mon temps à vous dire que je vous trouve extrêmement courageuse d'avoir des enfants dans ce pays. Non, mais je trouve que c'est faire preuve d'un courage incroyable. Et c'est pas juste remplir des cases ou respecter ce que la société attend de toi. Je trouve ça courageux d'avoir un enfant dans ce pays. Parce que je trouve que pour moi, c'est pas un pays accueillant pour les enfants. Ça rentre dans le lot de raisons pour lesquelles j'ai pas d'enfant aujourd'hui. Okay. C'est que je ne suis pas sûre aujourd'hui de ce que je peux fournir comme base ou matériel à cet enfant-là pour avoir une vie épanouie, parce que je ne vois pas ce que je trouve sur place. Et je suis d'accord avec le fait de regarder les gens qui sont autour de nous. On a eu un exercice pour la journée de la femme gabonaise où il fallait citer une femme gabonaise qui nous inspire du passé, du présent, vivante ou morte. Et c'est moi qui pilotais l'exercice. Et quand on m'a fait passer l'exercice, j'ai répondu, parce que c'était une vidéo qu'on faisait, j'ai répondu, si je commence à citer les femmes qui m'inspire, je jure, je fais la vidéo là seule, c'est ma vidéo, je vais vous déborder en fait. Ouais, clairement. Parce que j'estime être entourée de femmes inspirantes. Et c'est d'hommes aussi. Bon, il y a un peu moins d'hommes dans mon entourage aujourd'hui, mais je suis consciente du côté excellent / exceptionnel de mon entourage. De la même manière, et je reste très inspirée par mon entourage, et je suis heureuse que ce soit mon entourage, et j'espère que ce sera mon entourage ad vitam aeternam. Peut-être dédicace à mes amis qui m'écoutent, qui vont aussi m'écouter, mais j'ai aussi pris conscience que cet entourage-là ne représente pas la norme. Oui. Ça veut pas dire qu'il y a que les gens de mon entourage qui sont bien, mais que en vrai, chacun de nous forme un cercle qui lui ressemble, et que très souvent ce qui se passe en dehors du cercle peut être la majorité, et ça peut être très bad en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à me dire, ou du moins à suivre avoir une meilleure image du pays, pour moi, passe par regarder ce qui se passe autour de moi. Ce qui se passe autour de moi me rappelle au contraire tout ce qu'il n'y a pas en général dans le pays. Ouais. On parle d'excellence. Combien d'entre nous se plaignent du service, des entreprises à service, de l'attitude des serveuses dans un restaurant, des personnes qui font l'accueil dans un établissement. Je veux dire, c'est tout ça là qui me rappelle, ou du moins le fait d'être traité comme je l'attends et comme je l'entends de la part de mon entourage, me rappelle à quel point le dehors est dur. Oui, non, mais c'est sûr que le dehors est dur, mais la dernière fois, je parlais avec un frangin qui on parlait de ça, et en fait oui, parce qu'il me disait ouais, mais toi tu veux pas te mettre en avant, parce qu'en fait lui, son motto, c'est pour pouvoir changer les choses, il faut être dans les endroits où on change les choses, il faut être aux bons endroits. Exemple, tu peux pas tout le temps te plaindre de la SEG si toi-même tu es pas au pilote de la SEG, pour piloter la SEG. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il va du principe... Ça fait trop de choses que je vais devoir gérer si je veux arrêter de me plaindre. Je suis d'accord avec toi. Mais il était en mode, pour lui, c'est ça. Il faut être au bon endroit. Et pas genre, en gros, il est en mode, tu dois pas te plaindre sur WhatsApp. Et c'était vraiment ça, c'est tu dois pas te plaindre sur WhatsApp si, en fait, t'arrives pas toi-même déjà de base d'où tu es à changer les choses au plus haut dans ton domaine.
En tout cas, dans mon domaine, j'essaye d'être au bon endroit. Et vraiment, je reste convaincue de ça, que si tous on essaye de faire avancer les choses, on va y arriver. Parce qu'un changement, ça se fait pas seul. Bien sûr que ça se fait pas seul. Ça se fait pas seul. C'est bête, hein, mais je pensais pas qu'un jour j'allais penser comme ça là. Mais s'il faut travailler avec certaines personnes qui sont excellentes, mais en fait qui sont pas nos amis, mais en fait on va le faire parce qu'on veut faire avancer les choses. On veut pas bosser qu'avec nos amis. Oui, mais parce que la manière dont tu viens de dire ça, ouais, c'est mal dit, mais c'est même pas ce que je voulais dire. Ça risque de prêter à confusion. Ouais. On peut bosser même avec des gens qu'on n'apprécie pas pour des raisons personnelles. Voilà. On peut bosser tant que la personne est correcte dans ce qu'elle fait. Et si on a un objectif commun partagé, ouais. Et qu'il n'y a pas d'envie de se saboter mutuellement, on peut travailler. Imagine, tu marches et puis il y a le vent qui te... Ouais, tu vois, je dis tout le temps ça, je te jure, je le dis tout le temps. Tu as le vent en fait qui te pousse en arrière. Oui, tu nages à contre-vent, c'est ça. Et tu as l'impression que là, cette force-là est trop importante. C'est ça, mais c'est ça. Et la vérité, c'est que ça décourage. Mais en fait... Certes, ça peut te décourager, mais il faut continuer. Je te jure, André, il faut continuer. Et c'est comme ça que, en fait, à un moment donné, tu te rends pas compte, mais tu impactes les gens. Et les gens, mine de rien, commencent un peu à changer. Ils ne deviennent pas peut-être excellents, comme toi, parce que de toute façon, de ce que moi j'ai compris, c'est que les personnes excellentes, il n'y en a pas beaucoup sur Terre. Tu vois, mais qui définit d'abord qu'une personne est excellente? Une chose est sûre, c'est que c'est l'entourage. Hein. Mais tu es entouré de corneaux. Ben, au moins, tu es sûr que tu seras le meilleur des corneaux. Tu es l'excellence chez les corneaux. Voilà. Oui, non, mais écoute... Non, si, c'est vrai que ton entourage dit... Je prends ton exemple... Je vois les actions que tu mènes, je vois l'impact que ça a, j'entends comment les gens parlent de toi. Aujourd'hui, tu as une réputation dans ton métier. Tu es l'orthophoniste recherché, le plus recherché de la ville. On sait que c'est la bagarre pour avoir un rendez-vous avec toi. Ouais. Pas parce que tu es une nana snob ou que tu tries, parce que justement, la demande est importante et les gens reconnaissent la qualité de ton suivi, de ta gestion de patient, et même ta gestion de manière humaine. Même si on m'a déjà dit que tu es un peu dur des fois, mais j'ai envie de dire c'est ce dont certains parents et certains enfants ont besoin. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire, la qualité de ton travail parle pour toi. Et au-delà même de la partie de travail même, il y a les actions que tu mènes pour sensibiliser, pour éduquer. Qui est un travail que je trouve admirable. Et je comprends que c'est particulier. En fait, il se passe beaucoup de choses dans ma tête en même temps parce que j'ai l'impression de dire un truc et d'avoir dit le contraire à quelqu'un la veille et qu'en fait, je ne suis même pas cohérente. Parce que je suis en train de me rendre compte que tout ce que tu dis pour le Gabon, c'est ce que je dis pour Mwanda. C'est ce que je dis pour Mwanda. Je dis beaucoup aux gens que Mwanda, c'est comme un océan bleu, il y a tout à faire, et que de toutes les façons, si tu attends que quelqu'un fasse pour toi, tu n'auras jamais. Tu dois devenir le créateur de ce que tu veux pour toi. Et là, je parle en termes d'activité, en termes de business, ainsi de suite. Et en fait, ça a juste fait tilt dans ma tête en mode, mais en fait, c'est la même chose pour le Gabon, tu sais. Et c'est tout à fait ça. Oui, mais non. Si, André, moi, je te jure, mais quand je te dis, j'en suis convaincue. En fait, des trucs bêtes. Imaginons, je prends toujours cet exemple de l'administration où tu arrives à 14h55 un vendredi parce que tu veux faire signer ton autorisation, ton acte de naissance, et on va te dire non, on est en train d'aller déjà préparer pour chanter la Concorde parce qu'on doit partir, c'est vendredi, on doit aller glacer les bières, frère, ça te coûte rien. Glacer les bières, tu vois, Ali Bourré, c'est glacer les chambres. Pardon. Non, mais et tu vois, je lui dis principe que le maire, il va aller dans 5 minutes le faire. Mais toi, ça te coûte rien de prendre ce document, de le mettre dans une pile et vite l'emmener au maire pour que le maire signe. C'est une signature, André.
C'est un cachet qu'on met. Et ça, tu vois, pour moi, ça, c'est l'amour de ton travail, l'excellence et l'amour de ton pays. Parce que si tu rends service à quelqu'un et que tu fais... Déjà, c'est même pas un service, c'est ton boulot. Et en fait, c'est ça. Surtout pour l'administration, je te jure que j'ai l'impression que les gens sont en mode « je te rends un service ». De fou. Je suis en train de te rendre... Non, tu n'es pas en train de me rendre un service, tu es payé pour ça. Et des fois, c'est même moi qui paye parce que je paye les impôts pour que tu sois là. Et pour moi, tu vois, il y a ce côté où les gens veulent pas en fait être excellents dans ce qu'ils font. Des fois, certains sont au mauvais endroit. C'est pas ils sont là parce qu'on les a parachutés là, c'est la nièce de X, on l'a mise là parce qu'elle cherche sa mère à fatiguer les oreilles de l'oncle. L'oncle a dit OK, donne, on va la mettre là. Et donc elle fait mal son travail. Mais si toi t'es au bon endroit, tu sais que c'est quelque chose que tu aimes. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à être excellent, à reconnaître qu'il y a des failles. Exemple, moi, aujourd'hui, quand on va venir me dire oui, je suis la meilleure orthophonie, je vais leur dire oui, mais je prends pas les adultes. Je vais leur dire, je ne veux pas prendre les adultes parce que c'est pas un domaine que j'apprécie. Et c'est pas l'un des domaines où je suis la mieux calée, en fait. Je vais rester dans mon domaine. Et ça, au Gabon, les gens aiment pas ça. Les gens préfèrent être approximatifs. Oui, non, ça, je peux faire. Oui, non, ça, je peux faire. J'avoue. Et je passe mon temps à dire que pour moi, les gens qui sont multitâches, ils sont médiocres partout, mais être excellents dans un domaine. Et vraiment, mais je te jure, que ce soit la secrétaire, la dame de l'accueil, qui reçoit avec un sourire, qui fait son boulot avec excellence, pour moi, c'est la base. Et je te jure, tous les jours, je bassine les oreilles à ma secrétaire. Quand je fais la prière, parce qu'on fait la prière tous les matins, je dis, Seigneur, mais en fait, donne la voix, guide ma secrétaire pour qu'elle fasse très bien son travail. Parce que je vais du principe que quand on dit que t'es meilleur orthophoniste, mais il y a tout ça en fait qui est autour. Il y a le fait d'arriver dans un bon endroit, d'être dans un bon cadre. Même à l'hôpital, je te jure, à l'hôpital, j'ai mon petit et tout que je pompe. Donc quand le patient, il a été pendant 30 minutes à attendre dans le couloir, il a transpiré. Et là, dès qu'il rentre dans mon bureau, il y a la clim, ça sent bon, il est en mode... C'est juste ça déjà, ça te touche en fait et tu te calmes et tu te dis non, ça va bien aller. Et ça, pour toi, c'est une manifestation de l'excellence. Oui, c'est rendre tout bien. On te donne une tâche, tu l'as fait bien. Tu l'as fait au bon moment. Quand on ne sait pas, on te dit de rendre vendredi. Toi, c'est à jeudi à 23h50. Maintenant, si tu sais qu'à 23h55, là, les 5 minutes qui te restent avant de rendre pour vendredi, tu sais que tu vas le faire très bien parce que c'est ton domaine et que tu es super bonne. C'est toi qui travailles comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de temps avant et tout, de bien faire les choses. Mais je vois pas ce que ça coûte. Je te jure, je ne vois pas ce que ça coûte. Surtout quand tu as bien fait tes études, que tu sais que tu connais ton travail. Pour moi, ça te coûte rien de bien le faire. La seule chose avec laquelle je suis pas d'accord avec toi, c'est la partie où tu as dit tu fais un truc que tu aimes. C'est le seul truc avec lequel je suis pas d'accord, parce que je pense que même quand tu n'aimes pas un truc, tu devrais pouvoir le faire de façon excellente. Oui. Ça demande un effort supplémentaire. Oui, supplémentaire. Mais à partir du moment où tu prends un engagement, et pour moi un engagement c'est avoir signé un contrat, avoir accepté d'être à un poste, c'est un engagement que tu prends. À partir du moment où tu prends un engagement, tu dois te débrouiller pour délivrer une qualité minimum, oui, bien sûr, de ce pourquoi tu t'es engagé, que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Et je suis number one là-dedans, parce qu'il y a des choses qu'on me demande de faire que je n'aime pas, ou en tout cas ça ne m'enjaille pas. Il y a des choses qui m'enjaillent que je fais très vite, il y a des choses qui m'enjaillent moins ou pas du tout, pour lesquelles je prends potentiellement plus de temps. Mais à partir du moment où j'ai décidé de délivrer une certaine qualité de travail, que j'aime ou que je n'aime pas, attention, mon nom va être associé à ce travail-là. Ouais, clairement. Conclusion, je me débrouille pour que ça reste dans la lignée de tout ce que j'ai l'habitude de fournir. Et je pense que, et je suis pas, du coup, quand je dis je suis pas d'accord avec toi, c'est parce qu'il faut que les gens comprennent que même lorsqu'on n'aime pas, ouais, je suis d'accord. Quand on aime, ça rend la chose plus facile. Tout à fait. Mais que même quand on n'aime pas, à partir du moment où on a un engagement qui est pris, on doit le respecter, et on doit fournir une qualité minimum qui nous a été demandée. Non, clairement. Mais je suis d'accord avec toi qu'on a un souci d'excellence. On a clairement un souci d'excellence de manière générale.
faut voir les... Bon, là, je vais parler de façon pas très factuelle parce que j'en ai plus. J'ai plus les données chiffrées. Mais il faut voir la différence entre les notes qu'on avait au lycée et les notes qu'aujourd'hui les plus jeunes ont au lycée. Apparemment, moi, je me rappelle, j'aime raconter cette anecdote-là. Je me suis fait ramasser comme un poisson pourri. Premier trimestre de première S. Parce que j'avais eu 10 de moyenne. J'avais eu un truc comme 10-40 de moyenne. Je me suis fait engueuler d'une force. Le trimestre d'après, j'ai eu 12. Faut dire que c'est bon, calmez-vous. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on engueule des enfants qui ont 10, quoi. C'est plus... limite, on les félicite, en fait. Mais justement, mais est-ce que tu ne penses pas que c'est une... Là, pour moi, l'enfant qui a 10, c'est enfin, et les parents félicitent. Là, moi, c'est la faute des parents. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que... Et pourtant, nos parents étaient présents. J'ai l'impression que ceux qui sont là, les parents sont présents. Mais j'ai l'impression que les parents, pour ceux qui sont présents, ne sont pas dans l'excellence. Ils sont en mode... Mon fils, du temps qu'il a la moyenne par rapport aux autres enfants dont les parents sont absents, c'est déjà bon. C'est les parents qui sont pas dans l'excellence. Oui. Mais nous, est-ce que... après... Quoi ? Nos parents, en tout cas, on connaît nos parents. Moi, je connais tes parents, je connais mes parents. Nos parents étaient dans l'excellence et c'est surtout que nos parents n'étaient pas des missionnaires. Aujourd'hui, les parents démissionnent beaucoup. Regarde, je te jure que je suis tellement traumatisée par cette histoire de tout un lycée qui se bat à un tel point que le directeur décide de fermer l'école une semaine avant la fin des cours. Parce qu'en fait, le directeur, il y avait les policiers. Je te jure, dans la vidéo, tu vois les policiers, ils sont là, ils regardent, ils sont dépassés parce que toute la cour, les gens sont en bagarre générale avec des cailloux, gars. Des cailloux. Mais en fait, à quelle heure ? Où la petite d'Immaculée... On parlait de ça hier au salon. La petite d'Immaculée qui vient frapper une autre petite parce que et c'est même pas une histoire d'embrouiller, c'est pas une histoire qu'elles étaient en train de s'embrouiller, c'est je veux te montrer que je suis plus forte que toi et donc tu me tapes. En fait, j'étais en train de penser, je ne pensais pas aux parents de la petite qu'on était en train de taper, j'étais en train de penser aux parents de la petite qui tape. What ? On va appeler mon père et ma mère pour dire que en fait, faut venir à l'école, Elisa a tapé quelqu'un. Frère, avant même que mes parents arrivent, je ne sais pas, je vais dire. Bon, nous, à notre époque, on a quand même eu des bagarres inter-lycées, attention. Oui, mais c'était pas la même chose, gars. C'était des histoires de copains-copines. Mais là, dans le truc, c'est de l'harcèlement, en fait. Elle est en train de se moquer de la petite fille, puis en plus, après, elle la claque. Mais en fait, quelle est l'éducation qu'on te donne à la maison ? Surtout que, encore que ce soit dans un lycée, genre, on va dire CS de Diba ou à ONG, ou bon, c'est déjà un peu difficile. Gars, c'est IMAC. Tu es prétentieuse, ma petite. C'est pas grave. C'est pas grave, j'assume. Dans le sens où je sais que économiquement parlant, socio-économiquement parlant, c'est pas la même chose. Un parent qui met son enfant à Diba, c'est peut-être parce qu'il a eu le CEP. Et il a Diba, c'est pas loin de la maison. Il n'y a pas beaucoup d'argent de taxi à donner. Mais aujourd'hui, les gens se battent pour avoir leurs enfants à Immaculée. Quand même. Parce que Immaculée, c'est quand même the école. C'était, mais bon. Je parle mal, j'en sais rien. Oui, mais. Je sais pas trop comment ça se passe. Je vais du principe que quand c'est une école catholique, aujourd'hui, les écoles catholiques sont quand même bien cotées encore, tu vois. Parce que tu as les écoles françaises, tu as les écoles privées. Et tu as les écoles catholiques. Puis après, tu as les écoles publiques. Donc, quand tu mets ton enfant dans une école catholique, si elle a eu le CEP, ok, d'accord. Mais en fait, à la fin de la journée, tu te dis, mais... En fait, je me dis, les parents, ils sont pas derrière leurs enfants. Parce que la petite, elle s'est dit... En fait, je te jure, j'arrêtais pas de réfléchir. Je me suis dit, est-ce qu'elles se sont dit, non, mais filme. Tu vois, film, je vais la taper, film. Après, je vais mettre sur Internet ou genre, je vais envoyer. En fait, peut-être que la petite ne pensait pas que ça allait atterrir genre sur TikTok ou quoi que ce soit. Et même là, peut-être qu'il pensait que ça... Elle était consciente que ça allait atterrir sur TikTok, mais elle n'a pas pensé au fait que son père ou sa mère allait la claquer en rentrant.
Et aujourd'hui, je te jure, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes, moi là, je suis à côté d'Awassi, je les vois tous les jours. Eux, c'est la beauté, hein, gars. Ils sont pas dans le stress. Nous, on avait un stress, hein, gars. On avait un stress de réussite, d'excellence. Et c'était même pas de la compétition envers les cousins et cousines. C'était, tu dois être bon. Les parents, c'était en mode, tu dois être bon. Ouais, en tout cas, nous, on nous a éduqués avec l'idée selon laquelle il n'y a que l'école qui peut vous faire réussir. En fait. Et tu vois, là, je suis en train de me dire, ok, imaginons qu'il y a une génération qui a raté. Genre les parents qui sont actuellement parents de Nano. Eux, ils ont raté. Imaginons. Hein. Est-ce que tu penses que nous, on va réussir ? Moi, j'ai pas d'enfant, man. Oui, mais tu vas avoir. Je déconne. Tu vas avoir, mais tu te dis, mais en fait. C'est pour tout ça que je dis que pour moi, c'est courageux. Pour moi, c'est courageux d'avoir un enfant aujourd'hui. Tu lui donnes, tu as même essayé de lui donner le meilleur, l'entourage. Ah ouais, clairement. L'entourage, l'environnement dans lequel il va évoluer dès qu'il sort de ta maison. Tu n'as pas de maîtrise dessus. Et en plus, ta perception ou ta connaissance de cet entourage, de cet environnement-là, je m'embrouille, est telle que tu sais que c'est pas forcément bon. On parle on parle d'environnement à l'école, mais tu vois, on avait à l'époque, quand moi j'étais au collège lycée, on n'avait jamais d'histoire de telle classe il n'y a pas de professeur de maths, ou telle classe il n'y a pas de professeur de XY. Ouais. J'ai l'impression qu'à Immaculée ils ont commencé à connaître ce genre de problématiques là. Donc maintenant, si tu veux t'assurer que ton enfant a une certaine éducation suivi, machin, il faut que tu mettes dans une école privée qui a un coût. Et voilà, enfin, au bout d'un moment, va falloir être millionnaire pour avoir un enfant dans une école correcte ici. Les écoles, les autres établissements, même. J'ai une autre vision de ton classement des établissements. On avait quand même des établissements qui étaient dans le top. Ok, les établissements catholiques, Immac, Bessieux, Quaben, Sainte-Marie, ok, c'est un Calazans, ok, mais tu avais quand même tout ce qui était Nelson Mandela, Nelson Mandela, lycée Léon Bar, lycée d'État, ça restait quand même, tu avais l'élite qui sortait aussi de là-bas, tu vois, en tout cas des gens très bons, très brillants. On s'est retrouvés dans l'établissement, on s'est retrouvés à l'université, très bons, très brillants. Donc et là, maintenant, tu ne sais même plus, aujourd'hui, si c'est pas le privé qui te coûte la peau des fesses. Et même à savoir si c'est supervisé, les établissements qui ouvrent là. Est-ce qu'on s'assure du programme, de la qualité des enseignants et des enseignements? Sinon, après, tu as les trucs qui sont internationaux où ça, c'est la peau des deux fesses. Pour scolariser son enfant. Je trouve ça courageux. Et si tu es dans l'esprit de l'excellence et que tu veux l'excellence pour ton enfant, tu dois te ruiner. Non, là, tu as un. Après, tu te dis, vous êtes sûr que je peux avoir un deuxième? Quand tu vas mettre dans l'établissement, vous payez l'équivalent de ce qu'on a payé à la fac. Non, clairement. Non, ça, je suis d'accord. Mais après, je pense que si tu te mets... C'est pour ça que, en fait, nous qui sommes aujourd'hui parents, entre nous, on voit où les autres ont mis leurs enfants, on essaye de discuter, on essaye de vraiment tout le temps se poser pour être sûr que nos enfants vont tout le temps être ensemble pour pouvoir s'auto-protéger. Tu vois ce que je veux dire? Je parlais de ça avec l'une de mes cousines justement hier et je lui disais, mais à la rentrée, vu que là, nous, on a certains de nos enfants qui vont à Blaise, on était en mode, à la rentrée, on va faire asseoir tous les ados. Tous les neveux et nièces qui sont, on va leur parler de l'harcèlement. On va leur dire, vous, c'est pas parce que vous serez au lycée que si vous entendez qu'on est en train d'embêter votre petite sœur que vous allez la laisser, en fait. Tu vois, vous devez toujours stick together pour pouvoir, tu vois, faire une élite de demain. Avoir les B1 notes. Et en fait, mais ça, c'est quelque chose qu'on cultive tous ensemble, de façon communautaire. Donc aujourd'hui, l'éducation, de nos enfants, oui, on est courageux et tout, mais je pense que ce qui nous aide, c'est parce qu'on les éduque de façon communautaire. On est tous ensemble, on met tous nos enfants aux mêmes endroits pour être sûr qu'ils vont être finalement bien entourés pour pouvoir évoluer tous ensemble. On n'a pas fini, il reste une dernière étape. Tu dois laisser une question pour le prochain invité. Si tu es au Gabon et que tu vis au Gabon,
quelle serait ton action pour pouvoir changer le quotidien des Gabonais ? Merci.